Le stockage dans Kubernetes a longtemps été complexe et laborieux, et vous êtes peut-être de ceux qui l'ont appris à leurs dépens. Mais tout cela est maintenant loin derrière nous, et nous tirons aujourd'hui tous les avantages d'un stockage dynamique et distribué. Mais il reste encore à tacler un certain nombre de challenges, de la portabilité de la donnée à sa sécurité, sans oublier les performances. C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Gabriel Ferreira. Gabriel était déjà mon invité récemment pour parler de Pure Storage, puisqu'il en est le directeur technique France, mais cette fois, c'est Portworx qu'il vient nous présenter. Gabriel, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, c'est la deuxième fois que je te reçois en peu de temps, mais cette fois-ci, c'est pour parler d'un tout autre produit, très lié au précédent, mais pas tout à fait, puisque aujourd'hui, tu vas nous parler de Portworx. Et Portworx, donc, c'est la data pour Kubernetes, si je comprends bien. Oui, Portworx, c'est une suite logicielle qui vient combler un petit peu le manque de data services de Kubernetes qui n'a pas été conçu au départ pour gérer de la data. Alors, explique-moi plus en détail ce que tu appelles le manque de data services dans Kubernetes. Alors, je sais aussi bien que historiquement, et on peut revenir 2 secondes dessus, il n'a pas été prévu pour, mais de mon point de vue, je pensais qu'il avait quand même rattrapé une bonne partie de son retard. Où ça en était avant et où ça en est aujourd'hui alors? Alors on vient, je dirais, au tout départ, on n'avait rien du tout et c'était horrible. On provisionnait des volumes avec de la data, les nodes se relançaient et bizarrement, ils retrouvaient plus leurs données. Donc ça, c'est catastrophique, inconsistance des données, on perdait tout simplement ces données. Donc bon, on pouvait pas exploiter la data dans Kubernetes. Est venu le moment où on a résolu ce problème-là avec du CSI, donc qui nous permet d'avoir des appels consistants et en cas de relance d'un worker node, de pouvoir récupérer ces données. Néanmoins, comme tout nouvel environnement comme Kubernetes, et on l'a vu également quand 20 ans en arrière avec la virtualisation des serveurs, on a constaté des problèmes un peu spécifiques aux environnements Kubernetes qui peuvent générer un très grand nombre d'opérations, ne serait-ce que de création de volume, de suppression de volume, de détachement, de rattachement, etc., et qui dépassent les capacités de certaines plateformes de données, de la capacité de certains même disques mécaniques à l'intérieur de serveurs. Donc voilà, c'est un point d'attention. Et depuis qu'on a du CSI, on a introduit un peu plus de consistance, d'homogénéité dans ces opérations-là. Ok, un peu plus, mais les cas que tu évoques, par exemple, j'imagine je perds un nœud, tous mes workloads passent sur un autre nœud, et j'ai beaucoup de volume attaché à mes nœuds, à mes workloads. J'imagine que c'est quelque chose qui sollicite beaucoup le back-end de stockage. Ces choses-là, je veux dire, CSI ne vient pas les gérer. Enfin, ne vient pas les gérer. Ne vient pas en secours à ça. Je veux dire, c'est toujours le back-end de stockage qui doit être en mesure de résister à ce type d'événement. Oui, les fournisseurs de plateformes de données doivent prendre conscience des limitations inhérentes à leurs produits et doivent apporter des solutions à leurs clients. Alors oui, tout système a ses limites et quand vous avez un environnement Kubernetes qui dépasse la charge d'une plateforme de données, il faut que le fournisseur puisse avoir une parade. Et malheureusement, c'est pas le CSI qui va résoudre le problème. Donc, tu as raison.
Ce qu'on a fait nous chez nous, ça s'appelle la fonctionnalité Smart Provisioning, qui est fournie en complément du CSI. Donc c'est une fonctionnalité proposée par Portworx et qui permet, si la plateforme de données que tu utilises est à son maximum de performance ou de capacité, etc., eh bien, puisse équilibrer la charge sur d'autres plateformes, qu'elles soient pure storage ou autre. Ça peut être un cloud public, une plateforme de stockage dans le cloud, par exemple. Voilà. Donc, Smart Provisioning, ça vient en complément du CSI et c'est proposé directement par Portworx. Alors pour les personnes qui seraient peut-être un peu moins familières avec la data dans Cube ou qui veulent s'y initier, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu ce que c'est CSI? Alors, CSI, c'est simplement une interface, avec un certain nombre de primitives qui est indépendante des fournisseurs de plateformes de données, mais qui a la même interface standard sur laquelle tous les fournisseurs de plateformes de données peuvent se reposer. Voilà, si par exemple il manque une primitive, on peut faire une demande d'évolution, elle est acceptée ou elle est refusée. En l'occurrence, si elle n'est pas implémentée ou pas implémentée assez rapidement, il faut bien trouver une parade et donc il faut un complément au CSI. C'est ce qu'on fournit nous en faisant à la fois du CSI et du non-CSI, mais en parallèle, sans problème. CSI, c'est, arrête-moi si je me trompe, Mmh. une manière de standardiser les appels qu'on va faire au back-end de stockage. Tout à fait. Mmh. Et si donc une des primitives existe dans CSI mais qu'elle n'existe pas dans le back-end de stockage, on a quoi, une réponse, c'est pas implémenté, quelque chose comme ça? Ah oui, alors le CSI, c'est une suite de primitives. Chaque fournisseur de plateforme de stockage peut utiliser les primitives qu'il veut, peut en fait implémenter par rapport à ce que sait faire sa plateforme de données, peut utiliser le CSI à sa guise. Hein. Il ne va pas implémenter tout ce que sait faire le CSI, bien évidemment. Ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens pour lui. Voilà. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire que le, le fournisseur de services ou le fournisseur de plateforme de données euh, euh, peut vouloir implémenter un service, une fonctionnalité que ne lui permet pas le CSI et qu'il estime important. Par exemple, c'était l'exemple tout à l'heure du smart provisioning. Bon, bah, quand une plateforme de données a ses limites, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de répartir la charge. Bon, bah voilà, bon, ça manque cruellement au CSI. Bon, bah, on l'a fait à côté. Je vois bien. Si je décide d'utiliser Portworx pour mon back-end de données, j'ai un CSI qui est spécifique à Portworx. Oui, j'ai un CSI. Je peux utiliser CSI et je peux utiliser également euh, la méthode directe Portworx dans Cube sans passer par CSI. Je ne suis pas obligé de passer par CSI pour communiquer avec Cube. Ok. Alors, tu l'as dit, Cube est venu à la base sans se soucier de la data, c'était vraiment pour du stateless. Mhm. Et j'ai longtemps entendu dire aussi que la data, c'était pas prêt, c'était pas prêt, c'était pas prêt. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui la data c'est prod ready dans Cube? Oh ben, moi, ce que je constate, c'est que tout du moins en France, on a une grande maturité sur le sujet. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, y compris les grandes PME, elles développent sur Cube et beaucoup d'entre elles passent en production ou tout du moins essaient de passer en production. Et c'est là qu'ils commencent à rencontrer des difficultés de résilience de données, de cohérence, de consistance des données, de problèmes de performance également, et puis également des problèmes de mobilité. Ils font le choix, par exemple, d'être on-premise où ils choisissent un cloud provider, et puis ensuite ils disent mais comment je pourrais
passer à un autre cloud provider ou repasser en on-premise tout ou en partie. Voilà, donc après arrivent les problèmes, je dirais, à l'échelle. Ouais. Alors j'ai eu l'habitude de voir, ces choses-là réglées par, différentes storage classes et devoir adapter les storage classes pour matcher les environnements et rendre les choses plus ou moins portables, sachant que les backends sont jamais les mêmes. Si aujourd'hui je suis sur, AWS et que je veux faire tourner mon stockage de la même manière sur GCP, comment je m'y prends? Qu'est-ce que m'apporte Portworx pour arriver à gérer ça? Ah, c'est assez simple à comprendre. En fait, Portworx, c'est une couche euh, de services de données qui est au sein de Cube. Donc, en fait, c'est la même que tu sois chez GCP ou AWS ou Azure ou on-premise. Tu peux être sur n'importe quelle distribution, également Kubernetes on-prem. Tu as la couche Data Services Portworx, c'est la même. Donc du coup, bah, tu virtualises un petit peu ton stockage et tu peux te faire une copie de la donnée, une migration. Donc la suite logicielle comporte plusieurs modules. Tu as le PX Pilot, le PX Migration, le PX Backup, qui permettent cette agilité et ce mouvement de données. On va revenir sur Mm. toutes ces Mm. fonctionnalités. Juste pour essayer de bien comprendre, donc on a parlé de CSI, on a parlé d'une couche d'abstraction que venait apporter Portworx. Aujourd'hui, donc je suis sur Azure ou AWS, je vais aller sur GCP et je vais faire un snapshot de ma donnée. Donc c'est généralement un appel que je peux faire au travers de CSI. Mm. Qu'est-ce que va apporter la couche d'abstraction de Portworx à ce niveau-là? Parce que avant ça, c'était directement en fait, sur l'implémentation, je devais avoir sans doute un CSI pour AWS, un autre pour GCP, Oui, puis c'était leur implémentation, ben oui. différente. Là, c'est quoi? C'est la même implémentation, donc mon snapshot, est-ce qu'il est fait avec les primitives après d'AWS ou de GCP? Ou est-ce que c'est quelque chose de spécifique à Portworx? Non, quand tu es chez un AWS ou chez un GCP, tu as des spécificités de leur plateforme. Par contre, comme tu as une couche au-dessus qui est la même, qui est Portworx, tu arrives en fait à copier la donnée, à te faire une copie euh, et, euh, euh, et te donner la capacité à montrer cette copie à ton cluster Kubernetes euh, de manière très facile, sans avoir à aller recopier les données à bas niveau, etc. Donc c'est géré vraiment à haut niveau. C'est ça qui est intéressant. Tu peux même être à cheval. Tu peux avoir une partie de ton environnement dans le cloud public et une autre partie, tu peux décider bah, de la laisser en premise pour des raisons qui t'appartiennent. Sécurité, performance, coût, souveraineté et autres. Ouais. Donc, un snapshot que je prends sur AWS, je peux le voir, elle resterait sur GCP. Ah, tu peux, le Portworx est capable de faire une copie de données et te rendre la même visibilité sur une autre plateforme. Ouais, chose qu'on ne peut pas faire donc si on Ah, utilise. nativement, non, Ouais, ça c'est exclu. Mhm. Mais il y a plein de choses. Alors ça, c'est une opération qui est quand même assez avancée, mais faut savoir, si tu as un cluster Kubernetes et que tu es avec une interface CSI, la plupart des fournisseurs de plateformes de données, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent avec un master de ton cluster. Bon, il suffit que tu perdes ton master, tu perds toute la cohérence de tes données de ton cluster. Ce que Portworx t'a franchi de faire, parce qu'en fait, si tu as deux masters dans ton cluster, bah, Portworx est en contact avec les deux masters. Tu peux en avoir un qui tombe, il n'y a pas de souci, tu gardes le contrôle des données. Et c'est ce type de limitation-là qu'on retrouve au niveau du CSI, mais les clients, malheureusement, le voient uniquement à l'échelle, encore une fois. ouais.
On a évoqué le fait que aujourd'hui, donc, les développeurs ou les DevOps ou en tout cas les entreprises vont et consomment de la donnée sur leur cluster Cube. L'intérêt d'avoir de la donnée sur alors je me doute que tu es peut-être pas l'expert dans le domaine des bases de données et tout ça, mais tu peux avoir ton point de vue justement. Quels peuvent être les intérêts, les atouts à porter sa donnée sur Cube par rapport à la laisser, sur, d'autres, une DB managée ou une DB, on-prem? Ah bah, si tu veux, peu importe mon avis, moi ce que je vois, c'est, ce que font les clients, et ce qu'ils essayent de donc ils voient un gros intérêt, à passer, heu, au conteneur et ce le plus rapidement possible. De toute façon, tu as tous les, IDC dit, tous les vendeurs de toutes les applications seront disponibles en forme conteneur, d'ici, très peu de temps. Voilà, il parle de 95 des applications disponibles, heu, sur Kubernetes, d'ici, 2025, hein, c'est-à-dire, 3 ans. Bon, ben, ça voilà, ça veut tout dire. Non, c'est encore une fois, c'est pour mmh, je dirais, moi, ce que je vois comme type d'utilisation, on voit des sociétés où la donnée est au cœur, de leur activité. Heu, je dirais même, Stéphane, tous les jeunes qui sortent de l'école, ils développent tous en Go et Python. Voilà, PHP, Java, c'est ça devient rare. Et donc oui, bah bien sûr, ils sont tous nativement en conteneur déjà. Mmh. Et voilà, pour faire du microservice, c'est quand même l'idéal. Ouais, bien Donc, sûr. en termes d'agilité, oui, c'est ça. C'est en termes d'agilité, bah il y a pas photo. J'orientais plus ma question sur j'ai une application qui va consommer du Postgres. Pourquoi ne pas installer une bonne vieille Postgres sur, mon infrastructure, sur mes hosts, directement en et plutôt que de la mettre dans Cube? Non, mais tu peux, mais encore une fois, à l'échelle, ça va pas tenir. C'est pas conçu pour. C'était comme les plateformes de données. T'as tes limites. Tu vas atteindre tes limites, rapidement, tes limites de ta base de données relationnelle. Il faut des bases de données distribuées qui ont été conçues pour ça. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir, toute une nouvelle génération de bases de données distribuées venir remplacer les anciennes ou les anciennes s'adapter pour avoir des modèles plus distribués qui puissent scaler quasiment à l'infini pour la data. Oh, je suis pas sûr qu'elles viennent, remplacer en fait, moi ce que je vois, les entreprises ce qu'elles font, c'est que bon, bah, elles ont leurs applications, dites, entre guillemets «monolithiques», hein, je citais tout à l'heure ça peut être du PHP. Bon, bah, c'est développé en un seul bloc. Elles vont continuer à livrer le service, hein, mais les nouveaux développements, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités, et cetera, elles seront développées à côté. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'investissement, sur les anciens développements. Il y aura que de la maintenance. Tous les nouvelles applications et les nouvelles fonctionnalités des anciennes applications, elles seront développées, en mode, de façon prioritaire, avec une infrastructure, Kubernetes sous-jacente. On va parler alors un peu de mobilité de la donnée. De ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, l'offre de Portworx, c'est vraiment de créer cette couche d'abstraction au-dessus du stockage, de la même manière que Cube crée une couche d'abstraction au-dessus du compute. Donc c'est un enjeu aujourd'hui qui prend de l'ampleur parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de multi-cloud ou de cloud hybride, mais j'ai plus entendu ces débats de manière théorique que pratique. Toi qui es confronté aux utilisateurs, peut-être, tu as une autre vue. Est-ce que ça se démocratise, le multi-cloud ou l'hybride? Oui, alors ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est des entreprises, par exemple, qui se lancent, chez un cloud provider, X.
au tout début. Ah bah tiens, le service, il correspond aux attentes, et cetera. Et puis, au fur et à mesure des développements, et cetera, bon, bah, ils s'aperçoivent, bon, bah, de certaines limitations techniques, économiques, et cetera. Et là, ils vont regarder ailleurs. Tiens, est-ce que le fournisseur cloud Y ne serait pas meilleur? Et ils sont tentés de bouger la donnée, de bouger tout leur environnement vers ce nouveau provider. Ça peut être aussi on-prem pour des raisons, tiens, la direction a estimé que bon, ben non, on va y mettre des données sensibles pour des raisons donc de sécurité, pour des raisons, là, encore une fois, économiques. Ça peut être pertinent de rapatrier en fait ces environnements on-prem. Et puis, on voit souvent, de plus en plus souvent, à l'échelle, les entreprises, ben, finalement, décider d'avoir une stratégie multi-cloud et hybride. C'est-à-dire se donner la possibilité, selon le type de données, la typologie de données, le coût, etc., eh bien, choisir un fournisseur X, Y dans le cloud public ou Z on-premise. C'est ce que ce que faisons nous-mêmes hein, en interne chez Pure Storage. On a une application qui s'appelle Pure One, qui est un portail SaaS pour monitorer, pour faire de la maintenance prédictive et pour consommer des services de données. Bon, bah, il y a une partie, donc tout ça c'est en microservices, hein, c'est développé avec des langages récents, et puis c'est à cheval on-prem et dans le cloud public. Quand on parle de la plateforme Portworx, c'est donc de l'intégration qu'elle peut avoir avec différents backends de storage, je vais les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que, par exemple, c'est une intégration par rapport à Azure, à GCP, à un certain type de storage on-prem? Ou est-ce que demain, je veux l'installer sur Scaleway, OVH, ça pose pas de problème? Oui, à partir du moment où tu présentes une interface type bloc, on sait le gérer. Voilà, donc c'est une couche de virtualisation qui a au-dessus de de ta couche bloc. Donc il suffit de présenter un service de type bloc pour on sache gérer. Alors, évidemment, on, on supporte donc l'ensemble des interfaces blocs. Si c'est du bloc donc issu de plateformes Pure Storage, évidemment, tu as un petit bonus. Donc, tu as par exemple la fonctionnalité que j'ai cité tout à l'heure de Smart Provisioning, mais tu as, j'ai cité tout à l'heure dans Pure One, ben, si tu utilises des plateformes de données Pure Storage, bon, ben, tu as dans Pure One, on te montre tout ta topologie Kubernetes, tu as tous tes nodes avec tout ton stockage, tes interfaces réseau, etc. Et ça te permet en fait, ça permet aux ops de faire de l'analyse de performance. Quand il y a des problèmes de performance, tu vois les points de contention tout de suite sur ton écran. Bon, bah, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire si ce n'est pas de la plateforme de données Pure Storage sous-jacent. Voilà, donc ça marche bien avec, quelle que soit la plateforme de stockage, mais ça marche encore mieux avec des plateformes de données Pure Storage. Quand tu utilises donc Portworx, l'idée, tu l'as dit, il y avait quelques pain points qu'on ne veut pas rencontrer sur les performances, par exemple, du stockage, sur beaucoup d'autres choses comme ça. La performance, par exemple, est pas forcément la même si tu es sur de l'hybride, si tu es sur tel ou tel cloud provider. Est-ce qu'il y a un moyen de garantir une performance, une sorte de qualité de service par rapport à son backend de stockage? Oui, tu mets en place des choses qui ne sont pas nouvelles, hein, mais ce qu'on appelle des storage classes, hein, des niveaux de service, tout simplement. Voilà, la plupart des clients implémentent le Gold, Silver, Bronze pour ça revient souvent, ces trois couleurs-là. Voilà, et selon voilà, le gold, silver, le niveau gold, silver, bronze, bah, tu peux attaquer
des plateformes qui sont différentes et des plateformes, ça peut être des plateformes de données autres que Pure Storage. Ça peut être du Pure Storage et au sein de la gamme Pure Storage, tu peux avoir différentes gammes. On a des gammes ultra rapides, des gammes très rapides, et des gammes donc on-premise et des gammes également. On a du stockage chez AWS euh, euh, et les autres. Donc voilà, toutes les options sont ouvertes pour les clients. Ok. Passer juste le fait de stocker ces données, même si c'est très important de stocker ces données, généralement, c'est la première étape, c'est j'ai accès à mes données et j'ai la performance sur mes données, elles sont résilientes au sein de mon cluster. L'étape suivante, c'est sûrement de garantir que ces données vont être résilientes. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour garantir de la résilience au niveau de la donnée? Euh, les entreprises en France, et pas qu'en France, hein, dans d'autres pays au monde, où les métiers ont des exigences. Je pense par exemple au monde bancaire avec les, euh, les, euh, euh, les certifications BAL 3, BAL 4, etc. Donc ces métiers-là ont la nécessité d'avoir plusieurs copies de la même donnée au même moment. Euh, et c'est des best practices que toutes les entreprises, enfin les grandes entreprises et les grandes PME et enfin, PME moyennes mettent tout en place pour leur base de données relationnelle, pour leur VM, et aujourd'hui cherchent à reproduire. Ils se disent, mais bah, moi, de la data dans Kubernetes, je vois pas pourquoi je vais gérer, ça va faire exception. Il faut que ça rentre dans mon schéma de 3 copies. J'ai 2 data centers on-premise en région parisienne, l'un au nord, l'autre au sud. Eh bien, je veux être en actif-actif. Et moi, mes deux data centers, il faut qu'ils soient actifs-actifs. Il faut qu'ils aient une copie de la même donnée au même instant. Et une troisième copie distante à plusieurs centaines de kilomètres. Si jamais bon, bah, j'ai une catastrophe sur la région parisienne, il se peut que mes 2 data centers soient inopérationnels. Je sais pas moi, un Boeing qui se crache, une inondation, un feu, que sais-je. Il me faut une troisième copie qui ne sera pas synchrone compte tenu de la distance. Ça, au niveau réseau, on ne sait pas faire. C'est physique, mais il faut qu'elle ait le minimum de retard possible, hein, quelques secondes, voire quelques minutes tout au plus, et qui me permettent de basculer. Donc, c'est une copie donc, avec retard, certes, et donc ça va nécessiter une bascule, euh, donc un certain temps, mais c'est pas grave, je serai en mode disaster, et donc je peux, mon service de données sera coupé, et j'aurai quelques heures ou quelques jours pour pouvoir rebasculer le service sur cette copie, sur cette troisième copie de données. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est, mais oui, on a compris les spécificités de Kubernetes. Néanmoins, on a un schéma directeur, un plan. Il faut que c'est pas parce que la data est gérée par Kubernetes qu'on va faire autrement. Il faut que vous puissiez vous insérer dans notre plan. Mmh. Ce plan induit quand même pas mal de latence, enfin pas mal, un peu de latence. J'imagine quand on copie la donnée entre 2 data centers qui sont distants, même si la distance est relativement faible, il y a toujours une latence qui vient s'insérer dedans. Oui, alors il y a eu beaucoup de progrès. Les réseaux ont fait beaucoup de progrès, hein, ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on est sur des latences induites qui sont minimes, en fait, qui se voient pas au niveau application. On parle d'un quart de milliseconde, voire d'une demi-milliseconde. Donc c'est vraiment minime. Ça, l'utilisateur ou l'application le voit quasiment pas ou ne le voit plus. On parle de répliquer la donnée Mhm. afin de la rendre résiliente et les cas de copie de données donc qui permettent de basculer facilement si on a un crash parce que bon, la baie aussi peut rencontrer toutes sortes de problèmes ou le réseau. Par contre, sur les 4 DR, j'aurais plus imaginé qu'on faisait encore tout ce qui était backup.
Le backup, je dirais, est encore une étape supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai mes 3 copies de données en ligne, elles sont en ligne. Mhm. Mon backup, généralement, il est hors ligne. C'est-à-dire que si je veux utiliser une donnée à partir de mon backup, qu'est-ce que je fais? Je dois la restaurer au préalable. Donc, je la restaure. Euh, c'est uniquement après l'avoir restaurée que je peux en disposer. Mhm. Et donc, la sauvegarde, c'est plutôt le dernier rempart, le dernier filet. Et d'ailleurs, souvent, la sauvegarde est mise dans un coffre ou encore sur un site déporté qui est complètement isolé du reste des environnements. Ouais. Parce que le DR, typiquement, ça a toujours été quelque chose que j'ai vu comme étant, on fait le DR à partir des backups et non pas d'une copie en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent ou je l'ai raté, ça a quelques dizaines d'années. Non, tu as raison. C'est-à-dire que toutes les entreprises n'ont pas un troisième site ou c'est une troisième copie. C'est-à-dire que bon, ben, ils peuvent avoir 2 copies en ligne. Et puis, bon, bah, la troisième copie, c'est la copie de backup. Hein. Donc, effectivement, ça va dépendre des contraintes du métier, du contraintes techniques et économiques de l'entreprise. Voilà. Pour te donner un chiffre, euh, la majorité des environnements euh, qu'on qu'on vend chez nos clients, la majorité en France, c'est un schéma à 3 copies. C'est un schéma à 3 copies parce que les gens sont équipés en troisième data center ou généralement vous proposez des solutions hybrides? Oui, la troisième copie ou les 3 copies ou 2 copies sur 3 peuvent être dans le cloud public avec du pure storage. Euh, mais euh, en fait, toutes les options sont possibles. Aujourd'hui, même une PME qui a une salle informatique dans ses locaux, ou voire plus du tout de salle informatique parce que c'est pas forcément leur métier. Bon, bah, ils sont managés chez je citerai pas de nom, mais tout le monde connaît la liste. Ils sont dans des data centers, hébergés dans des data centers mutualisés, évidemment. Mmh. Donc c'est très facile. Donc c'est un contrat qu'on signe avec un hébergeur. Et ça, il y a une multitude d'hébergeurs qui offrent ce type de service-là. Donc c'est facile d'avoir finalement 3 copies aujourd'hui. Il y a une autre fonctionnalité pour laquelle on se sert des backups, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière la solution peut le faire, c'est j'ai besoin de répliquer ma donnée pour créer un autre environnement et travailler sur le jeu de données. Est-ce que c'est quelque chose que Portworx sait faire? Ah oui, tu peux donc le faire à travers le backup, mais tu peux également le faire via un module. Donc Portworx fournit en fait cette fonctionnalité-là, et c'est pas forcément à travers le backup. Donc c'est une fonctionnalité spécifique pour ça, en dehors du backup. Hein. Le backup, sa mission, c'est protéger, surtout de nos jours, avec toutes les cyberattaques qui nous menacent, les ransomware. Ouais. Voilà. Et là, donc, je serais capable de créer, je sais pas, un environnement de test où je pourrais importer des jeux de données Ouais. qui soient d'autres environnements. Absolument, absolument. On a besoin de recréer des environnements à l'identique, et il faut pouvoir mettre à disposition ces environnements-là clé en main. Alors, il y a un autre point aussi dont on avait largement parlé la dernière fois, c'est évidemment la sécurité. Mm. Donc là, on parle de mettre une couche d'abstraction au-dessus de différents volumes qui se trouvent peut-être chez un cloud provider, on-prem, etc. Comment on s'assure de la sécurité de la donnée à ce niveau? Oh, il y a plein. Tu sais, la sécurité, c'est une accumulation de couches. Hein. Donc, alors, sur une plateforme de données Pure Storage, tu as, je parlais tout à l'heure des cyberattaques, des ransomware. Bon, par exemple, tu as le chiffrement. Nous, on pense que c'est pas du luxe, que depuis des années, on dit 100% des données doivent être stockées de manière chiffrée.
Et de préférence, l'utilisateur, il n'a pas à gérer les clés de chiffrement parce que c'est un peu risqué. Et puis, c'est un SPOF, hein, c'est-à-dire le gars qui gère les clés, il a les clés du magasin. Donc, il faut que les systèmes puissent gérer en automatique le changement de clé et de façon transparente vis-à-vis des utilisateurs. Donc oui, chiffrement, dit également erasure coding, on en a parlé la dernière fois. Donc pouvoir copier des blocs de données sur d'autres lames, d'autres partitions, etc. Enfin, voilà. Et puis du RAID classique, hein, du bon vieux RAID, du RAID amélioré, du RAID automatique, puis plus de RAID fixe qui est trop contraignant, mais il faut que, par exemple, si tu as un média qui commence à présenter des signes de faiblesse ou tu as une donnée, puisqu'on fait de la déduplication, compression en ligne, si tu as une donnée qui est fortement dédoublonnée, bon, bah, le risque que peut présenter la perte de ce segment de données est important, parce que si tu le perds, tu peux corrompre un gros volume de données. Bon, ben, il est peut-être intéressant d'augmenter le niveau de sécurité de ce segment-là, hein, mais pas forcément du segment à côté. Donc ça, il n'y a que la machine qui sait déterminer. Donc ça, c'est voilà, c'est un niveau de protection automatique offert sur nos plateformes. Et puis, ce que tu disais, ben, la sécurité, c'est aussi la copie, c'est-à-dire ne pas avoir un seul exemplaire de la donnée, parce qu'on a vite fait de la perdre, mais d'avoir plusieurs exemplaires. Best practice en France, c'est trois exemplaires de la donnée en ligne euh, et au moins un backup. Là aussi, si tu parles de spécificité, par exemple, d'une baie Pure Storage qui viendrait derrière Portworx. Mhm, Maintenant, mettons que j'ai Portworx qui soit installé en mode hybride. mhm, Je sais que on-prem, je suis en sécurité parce que j'ai toutes ces fonctionnalités-là. mhm. Comment est-ce que je peux m'assurer que le stockage qui est sur AWS, par exemple, est sécurisé de la même manière? Ou tu peux reproduire exactement le même schéma, hein. C'est pas parce que tu es chez AWS que tu peux pas avoir trois copies de la donnée. Tu peux avoir les trois copies chez AWS ou deux copies chez AWS et une on-prem, hein. Toutes les combinaisons sont possibles, mais tu peux avoir trois copies dans un domaine séparé. Et là, tu peux avoir deux copies synchrones et une asynchrone. Très bien, hein. Ça, c'est possible. Et au niveau du chiffrement, donc est-ce que Portworx amène une couche qui Oui, permet de chiffrer la donnée oui. sur un cloud provider aussi bien que on-prem? Oui, 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 oui. Donc, tu peux activer le chiffrement déjà au niveau de la couche Portworx. Donc, avant qu'elle arrive sur la plateforme de données elle-même. Donc je me retrouve à être administrateur de ma solution Portworx et je me retrouve en fait avec des tonnes de volume, aussi bien on-prem que chez les cloud providers. Comment en fait je m'y retrouve si je suis la personne en charge d'administrer ces différents backends de storage? Ah, c'est totalement, vu le nombre de volumes que ça génère et les noms générés automatiquement, il est strictement impossible à un humain de gérer ça manuellement au niveau des plateformes de données. Tout ça, c'est géré euh, via, euh, via Kubernetes et Portworx directement. Aucun moyen de le faire à la mano. Pour la création de volume. Bah, la création, la gestion, tu peux pas, euh, si tu veux, c'est le nombre de volumes rend très difficile des opérations comme tiens, je vais répliquer tel volume de données. Alors déjà, tu sais pas qu'est-ce que tu répliques, si ça va être consistant ou pas, mais en plus, voilà, quand je parle d'un grand nombre de volumes, je te parle, euh, moi j'ai un client qui crée plusieurs milliers de volumes à la seconde. Mhm. Bon, voilà, un humain, il ne sait pas créer, il n'est pas aussi rapide avec sa souris, c'est pas possible. Mais
Pour autant, est-ce qu'il y a sans parler de gestion à proprement parler, mais d'avoir, de l'observabilité ou, une interface où je puisse m'assurer que, je sais pas, si j'ai un data center qui a des performances qui sont pauvres par rapport à d'autres ou, pas ce que je m'attendais, est-ce que j'ai une interface qui me permet de faire un premier diagnostic sur, ce qui se passe? C'est quelque chose qu'on a mis à disposition de nos clients, cette année, dans Pure1, hein, cette interface, cette console SaaS qui permet, de provisionner des services, de monitorer, de faire la maintenance productive. Donc en fait, si le client utilise une plateforme de données, Pure Storage en plus de la suite logicielle Portworx, dans Pure1, qui est fourni avec nos solutions, c'est inclus, hein, avec tout type de produits chez nous, eh bien, tu vois ta topologie complète Kubernetes, tu vois jusqu'à la plateforme de données et tu vois tout de suite où est le point de... Ça permet de voir plus rapidement le point de contention, le point de le problème de performance. Et et je t'assure que des fois, c'est vraiment pas facile de voir d'où ça vient, ou commencer à chercher, etc. C'est vraiment intéressant qu'il y ait un automate qui puisse faire un discovery de toute la topologie et puis qui t'affiche en rouge et dit, tiens, là, tu devrais regarder là le disque de mon serveur ou là, j'ai une interface réseau, ça va pas. Quand tu as parlé du smart provisioning, est-ce que Mm. ça inclut justement cette possibilité, cas tout à fait hypothétique? Je suis dans une availability zone et elle commence à montrer des signes de faiblesse. Oui. Est-ce que automatiquement, justement, les volumes qui pourraient se retrouver dans cette zone pourraient être migrés dans une autre zone de la même région ou c'est pas encore faisable? Aujourd'hui, le smart provisioning ne marche que si tu as des plateformes de données Pure Storage, donc un flash array Mhm. ou un flash blade. Et donc, effectivement, tu peux avoir une, t'as une de tes plateformes Pure Storage qui peut présenter des signes de faiblesse. Par exemple, je sais pas, moi, il y a un blade qui est tombé, un média qui est tombé en panne ou un problème des latences anormales ou un niveau de sollicitation vraiment très important. Et là, le smart provisioning te permet de hop, diriger le nouveau workload, donc provisionner des nouveaux volumes, mais à partir d'une autre baie flash array ou flash blade en l'occurrence, pour équilibrer la charge. Et au niveau de la plateforme Portworx aujourd'hui, dans le sens où, c'est une plateforme de données, est-ce que c'est l'automatisation de la donnée d'une certaine manière est déjà possible ou ça reste encore limité à, l'utilisation de Pure Storage dans les couches, basses? Ah non, non, si tu as pas besoin de smart provisioning ou de fonctionnalités comme ça avancées, tu peux très bien avoir d'autres plateformes de données, d'autres fournisseurs, hein, de confrères, ou bien des plateformes de stockage du cloud public, comme on dit. Mais je crois que ce que veulent surtout l'utilisateur final, donc le développeur qui lui développe ses applications, le développeur il touche pas, c'est pas lui qui va avoir la connaissance de Kubernetes, c'est pas lui qui opère, c'est pas lui qui fait les choix cloud, on-premise, etc. C'est le plus souvent c'est les ops. Et nous, on aide les ops à faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. Et on essaie d'accélérer un petit peu les opérations. J'aime bien citer cet exemple. Prenons le cas d'un développeur. Il est en train de développer son site marchand pour son entreprise. Et il est en train il a besoin d'une fonctionnalité de recherche, hein, produit, hein, il a un catalogue de produits, voilà, recherche. Donc il a besoin d'implémenter quelque chose à base d'un Elasticsearch. Bon, ben, il a deux options. C'est soit il va sélectionner un service
d'Elasticsearch dans un cloud public, hein, il existe des tonnes, soit on lui demande de faire ça on-premise et il va demander à son ops, est-ce que tu as un service Elasticsearch là qui est prêt à consommer? Bon, s'il l'a pas, l'ops, il doit faire l'intégration, c'est-à-dire intégrer Elasticsearch dans son cube. Ça peut, ça requiert un petit peu de travail, hein, au moins quelques heures, voire quelques jours de travail. Et c'est là où on va pouvoir l'aider, c'est-à-dire qu'on va fournir ce service-là. Donc c'est du as a service. Donc on a une console SaaS qu'on va lui mettre à disposition et avec un Elasticsearch Portworx, du MongoDB Portworx, du Kafka Portworx, etc. Il n'aura plus qu'à présenter ça aux développeurs pour qu'ils puissent consommer on-premise exactement comme il le fait dans le cloud public, et il peut le faire aussi dans le cloud public aussi. Question que je n'ai pas posée au début, mais parlons-en maintenant, justement sur la configuration un peu de Portworx. Aujourd'hui, je veux utiliser Portworx dans mes environnements. Comment est-ce que je déploie la solution? Est-ce que c'est quelque chose que j'installe ou c'est une plateforme dans laquelle je vais mettre des identifiants pour mes cloud providers pour que ça puisse être géré au niveau de l'API? Comment est-ce que ça va se passer? Tu as deux options. Tu es on-premise, il faut que tu l'installes. Donc, tu vas sur notre site Portworx et tu as la version Essentials, tu peux la downloader et l'installer et c'est opérationnel immédiatement. Évidemment, cette version-là, elle est limitée en termes de worker node et puis de fonctionnalités. Et puis si tu as besoin de plus, tu as la version Enterprise pour étendre un petit peu les fonctionnalités et le nombre de worker nodes. Donc ça, c'est on-premise. Si tu es dans le cloud public, tu as le service Portworx déjà disponible dans le cloud public. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, tu n'installes rien. Donc depuis ta console, tu dis j'ai un compte AWS ou j'ai un compte Azure. Exactement, oui. D'accord. Et ça gère pour toi le stockage, ça fait le provisioning, ça attache aux bonnes instances, etc., etc. Il faut que tu aies un compte avec Ouais. la possibilité d'utiliser ton EBS, ton S3, etc. D'accord. Portworx n'inclut pas Bien sûr. les licences qui vont bien d'utilisation du S3, etc. Bien sûr. Le S3, c'est pour le backup uniquement ou est-ce qu'il y a... C'est stockage objet Oui, mais... d'AWS. Non, la plupart, écoute, moi, la plupart des applications développées aujourd'hui par les clients génèrent du S3. Pour différentes raisons, hein, pour aller justement chez AWS, mais les autres fournisseurs ont un peu l'équivalent avec du Blob, et puis ça peut être aussi encore une fois on-premise, hein, le FlashBlade gère du S3 et très très performant. Le S3 n'est pas limité pour faire du stockage froid ou tiède, mais le S3 est un protocole qui peut être extrêmement intéressant et extrêmement performant. Alors, ça fait un bond en avant maintenant d'utiliser le stockage dans Cube. C'est de nouveaux paradigmes parce que, une fois de plus, on est plus distribué qu'avant, comme on pouvait l'être avant. Oui. Est-ce que ça entraîne aussi d'amener des changements dans la consommation? Est-ce qu'on consomme différemment aujourd'hui le stockage parce que c'est dans Cube, d'un stockage qui aurait été encore très lié à un host, même si c'est du cloud? Ou il n'y a pas de différence significative? Ce qui est sûr, c'est que c'est différent. C'est-à-dire que tu peux avoir un serveur avec plusieurs pods et les pods ils peuvent être distribués sur différents environnements. Donc, c'est devenu plus difficile pour une entreprise. Avant, l'administrateur du serveur, il savait où étaient les données du serveur. C'est plus le cas avec Kubernetes. On est en mode distribué. Donc, il faut qu'il fasse cette opération-là au niveau de Kubernetes ou au niveau de Portworx pour qu'il puisse s'y retrouver. Maintenant, quid de la consommation? Est-ce que les clients gèrent plus de données? Enfin,
génère plus de données, etc. Je te dirais que c'est pas propre à Kubernetes. Ça dépend de ce que le client fait. Hein. C'est plutôt, oui, l'IoT, l'intelligence artificielle, etc., qui pousse à cette consommation, à cette génération de données. Pas Kubernetes en tant, pas cette couche-là, en tout cas. Mhm. D'ailleurs, on voit chez beaucoup de clients des clusters Kubernetes avec peu ou pas de data. Mhm. Oui, bien sûr. Mais des usages de données qui sont très anciens, je sais pas, de l'ETL par exemple, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des façons d'adresser plus facilement, de le rendre plus efficace parce que la couche de stockage a changé? Ah, sans aucun doute, mais je pense que c'est pas Kubernetes qui a changé le, la chose, c'est les besoins des entreprises et des organismes qui ont changé, qui n'ont plus le temps de faire des opérations d'ETL, justement. Euh, c'est vrai que quand on fait un flashback dans le temps, on- moi, il y a 30 ans, effectivement, les batchs ont été faits justement pour ne pas impacter la production dans la journée. Donc, toutes les activités qu'on pouvait reporter au soir, ben voilà, on faisait sous forme de batch. Bon, bah, c'est pareil pour le TL. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est les besoins des entreprises qui ont changé. Aujourd'hui, les tableaux de bord, c'est en temps réel. C'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Une entreprise, elle a besoin de suivre ses encours. La direction financière, elle a besoin de suivre ses encours euh, en temps réel. C'est les besoins en fait qui ont changé. On est dans un monde qui est de plus en plus temps réel. Mhm. Ouais. Et nous, en tant que consommateurs, on est les premiers hein, à être habitués à du temps réel. On veut tout de suite. Mhm. Donc on ne peut plus, donc les systèmes d'information ne peuvent plus être conçus comme au siècle dernier. Ça, c'est clair. Et Kubernetes vient supporter un petit peu le besoin business pour ça. Mais au-dessus, bah, tu as des nouveaux langages de programmation, tu as des nouvelles façons de programmer, tu as des nouvelles façons nouvelles types d'organisation avec le DevOps. Voilà, donc ça bouge dans tous les sens. Mhm. Mais la couche de données est quand même consommée relativement différemment maintenant que c'est du container. J'ai toujours l'exemple de Spanner en tête où finalement on a cette couche de données et on va faire, si on a une query à faire, ça va être un container qui va être généré pour aller chercher là où est la donnée, en tout cas avoir les meilleures latences, Oui. etc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même les applications peuvent se restructurer par rapport à cette donnée-là. Et j'imagine que les demandes ou les use cases qui n'existaient pas avant commencent à fleurir. Et en tant que fournisseur de stockage, tu as dû voir passer justement des demandes qui des fois te paraissent peut-être ahurissantes ou raisonnables ou faisables, je sais pas, mais qui, il y a 10 ans, auraient jamais existé. Ah, ça, c'est clair, hein, ça ouvre de nouveaux champs, de nouvelles possibilités, hein, c'est indéniable. Et si tu veux, on voit beaucoup de nouvelles entreprises également se créer autour de ça hein, et autour de la data. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le nouvel or noir, mais encore faut-il voilà, savoir manier cette data. Euh, c'est c'est vrai. Tout à fait. Et alors, si on parle des challenges qui peuvent un peu apparaître au niveau de la data sur Cube, est-ce que tu peux en tout cas nous en dire vers quoi ça va? Où est-ce que c'est encore peut-être un peu douloureux aujourd'hui, si ça l'est? Et puis quelles sont les choses qui sont en préparation, peut-être que tu vois venir, qui sont peut-être pas encore tout à fait prêtes, mais qui risquent d'arriver assez vite? Alors, ce qu'on voit systématiquement, c'est les problèmes quand les clients passent à l'échelle. C'est-à-dire que on commence, on fait un prototype, qu'on soit dans le cloud public ou on-premise. Bon, les problèmes n'apparaissent pas là.
quand je dis problème, c'est les problèmes de performance, les problèmes de consistance de données, les problèmes de résilience, les problèmes de mobilité de données. Ça, malheureusement, très difficile de le voir au tout début. Il faut passer à l'échelle pour s'en rendre compte. Et malheureusement, bien souvent, les entreprises réalisent, enfin, voient ces problèmes-là, soit avant de passer en production. Donc là, je dirais, ils ont encore la possibilité de rectifier le tir. Hein. C'est là où bon, bah, ils cherchent des solutions, ils testent plusieurs choses, etc. C'est là où parfois on intervient. Soit le client, malheureusement, il passe en production et ben, il constate les problèmes à ce moment-là. Donc là, il faut être en mode pompier. Donc il faut aller très vite et colmater le feu. Bon, généralement, il y a des dégâts, c'est-à-dire que bon, ben, il y a de la perte de données, il y a non seulement de la perte de performance, mais il peut y avoir jusqu'à de la perte de données. Donc on arrive pour colmater tout ça et faire en sorte que le client ait une base extrêmement solide. Ces problèmes d'échelle, Oui. c'est plus dû en fait à ce qu'on utilise pour stocker la donnée, pas donc le back-end de données en lui-même, tel que je l'appellerais, mais la solution type la base de données qu'on choisit, ou c'est lié au stockage et aux performances du stockage. Bah, c'est à la sollicitation de ta plateforme de données. Que ce soit ton disque dur du serveur ou ta baie de stockage ou ta plateforme ton service de stockage chez ton cloud provider, tout a une limite, Mhm. malheureusement. Et si tu atteins les limites, c'est là où il y a voilà, les problèmes. Si l'usage n'est pas en adéquation à ce que sait faire la plateforme, bon, bah, tu risques gros. Ok. Donc en guise de conclusion, est-ce que tu as quelques bonnes pratiques à nous donner de ce côté-là? Est-ce que si demain je viens avec ma petite application qui a 3 utilisateurs et que du jour au lendemain je passe à 100 000 et que je sollicite beaucoup plus mon stockage au point de le faire craquer, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager ou des façons de faire pour éviter de se retrouver dans cette situation? Oh bah, tu sais, moi je regarde surtout ce que font nos clients justement pour éviter ces problèmes-là. Et effectivement, avant de basculer en production, ils font des tests à mise à l'échelle. En tout cas, c'est ce que je peux recommander, hein, faire des tests de mise à l'échelle. Aujourd'hui, voilà, il y a des outils qui permettent de le faire. Et donc là, tu vas t'apercevoir potentiellement de problèmes qu'il faut rectifier avant de passer en production. C'est bon, mais je suis conscient que c'est quelque chose qui est pas évident Mhm. de se rendre compte. Hein. Et c'est intéressant parce que en discutant avec de très nombreux clients, bon, bah, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont partagées. Faut savoir enfin, les gens, les ops qui supportent les, les devs, beaucoup d'entre eux sont des jeunes et qui n'ont pas cette expérience, c'est des best practices dont on a parlé, etc. Donc, malheureusement, ils vont apprendre sur le terrain. Il faut apprendre à ne pas avoir qu'une seule copie de données, une seule zone, qu'il faut des backups, il faut pas faire ces mises à jour en pleine semaine, ou pardon, ces mises à jour le vendredi soir et ensuite partir en week-end. Bon, bah voilà, donc euh, c'est pas évident. Et puis c'est pas évident également pour des gens dans l'infrastructure qui voilà qui opéraient d'autres environnements de virtualisation de serveurs, de plateformes de données SAN, etc. de de, de, de s'intégrer facilement dans ce nouveau monde avec Kubernetes, parce qu'il y a un changement de paradigme qui est flagrant et qui est énorme.
Et pourtant, eux, ils ont l'expérience et ils ont ces best practices-là. Donc, il faut que les entreprises, oui, réussissent à merger un peu les anciens et les nouveaux pour que les uns bénéficient de l'expérience des plus vieux et puis que les plus vieux bénéficient de toutes les façons de faire et les nouveaux outils modernes d'aujourd'hui. Question bonus alors. Toutes ces bonnes pratiques dont on parle, tu le dis, c'est de la culture, bon, je vais pas dire druidique parce que je pense qu'aujourd'hui on peut les retrouver partout écrit sur internet, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. On l'apprend sur le tas, comme tu le dis, ou on l'apprend au travers de la théorie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on vient avec une plateforme de données, est-ce qu'on n'est pas en droit ou est-ce qu'on ne serait pas en droit de pouvoir s'attendre à ce qu'elle soit en mesure peut-être de nous donner des conseils? Tiens, je mets en place un volume pour la production. Ah, j'ai une notification comme quoi, attention, je suis à risque parce que je n'ai pas de copie de ce volume. Ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait venir? Ah oui, alors ça, c'est une ligne de produit qu'on a annoncée il y a quelques mois qui s'appelle Pure Fusion, qui est un produit nouveau et qui vient là pour assister nos clients, les alerter et éventuellement prendre des actions à leur place. On parlait tout à l'heure d'un système qui présente des symptômes de résilience ou de performance, etc. Bon, ce produit-là, si les administrateurs leur donnent les droits, c'est Pure Fusion qui va éventuellement bouger des données d'un fournisseur X à un fournisseur Y. Mmh. Hein, mais avec des règles, hein, c'est du storage as code, donc il faut qu'un développeur définisse les règles, programme, si tu veux, Fusion. Mais effectivement, on est dans cette ère-là hein, d'assistants, et voire d'assistants, mais très évolués, c'est-à-dire avec un automatisme total. Donc du storage as code et avec des linters qui nous disent si on respecte pas les bonnes pratiques. Tout du moins qui alerte. Oui, Ouais. par exemple, je faisais référence tout à l'heure au niveau des critiques des cyberattaques, du taux de ransomware actuellement en France et dans le monde entier. Bon, dans ce portail Pure One, chez nous, on est capable de détecter et d'assister le client, d'avertir le client quand il a qu'une seule copie de données en disant attention, là, tu es vraiment très à risque ou moyennement à risque ou plus en risque. Bon, ça, faut être. Les choses sont pas faciles. Tu as des gens qui gèrent des quantités de données, des quantités d'environnement, et ils peuvent pas avoir une vue sur tous les détails. Donc, ils ont besoin de ces assistants-là pour en faire remonter l'information et éventuellement prendre une action à leur place. Gabriel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Retrouvez Gabriel sur LinkedIn et Portworx sur portworx.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.